Parce que, il y a aussi se pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait face à des drones qui représentent pas une menace évidente? Est-ce que ça vaut le coup de les abattre ou pas? Mmh. Parce que finalement, ce qu'on a vu, c'est que le seul dégât qui a été provoqué, c'est finalement par un missile antiaérien qui a loupé sa cible et qui a atterri sur une maison. Oui. Et c'est le côté paradoxal. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He wanted to give you a number for him, yeah? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers amis de la chaîne YouTube d'Omerta, également abonnés de notre application qu'on peut trouver, qu'on peut télécharger et qui coûte 5 € par mois. Je le rappelle souvent parce que les abonnés de la chaîne d'Omerta parfois ne savent pas qu'il y a une application sur laquelle vous pouvez trouver l'ensemble de nos documentaires. Vous me direz, les documentaires, il y en a aussi en gratuit sur la chaîne YouTube. Vous avez pu en voir un certain nombre, notre dernier justement, sur le Congo, les mines de sang, qu'on a réalisé cet été et qui est paru en septembre, qui est toujours disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Mais il faut savoir qu'à côté, il y a énormément de contenu sur l'application, donc allez-y. Il y a également le magazine, aussi sur le Congo et sur la région des Grands Lacs, toute la problématique des minerais, des terres rares, vous savez, on en parle beaucoup avec Donald Trump, mais également des massacres qui se poursuivent en Ituri et au Kivu, où nous nous sommes rendus l'été dernier. Donc tout ça, c'est dans notre magazine Congo, silence, on tue, pour alerter et puis pour prendre conscience des enjeux qui se passent en Afrique aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler d'Afrique, on en a beaucoup parlé. On va revenir sur un thème qui nous est cher à Omerta, parce qu'on a fait aussi beaucoup de reportages sur le front en Ukraine, également sur le front de Koursk l'hiver dernier, et on continue à nous rendre dans ces zones. Donc on va parler guerre en Ukraine, mais on va parler technique et évolution de la guerre, changement radical à la fois pour le soldat, pour le fantassin de base, également au niveau de l'équipement, et on va parler d'un phénomène. Le phénomène d'aujourd'hui dans la guerre, ce sont les drones. Et pour cela, je reçois Olivier Dujardin. Bonjour. Olivier. Et Lauraline Maniglier. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Olivier, vous étiez venu déjà, je crois, pour un podcast, pour un entretien chez Omerta. Olivier, vous êtes consultant en guerre électronique. Lauraline, vous êtes product manager chez Cerber. Et je vais vous demander de vous présenter un petit peu, qu'on voit un petit peu l'ensemble de vos activités. Et ensuite, je présente votre livre que vous avez coécrit, Drone et lutte anti-drone, aux éditions Ellipse. Voilà, à vous Olivier. Bonjour. Donc moi, mon passé, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans l'armée. J'ai commencé dans l'aéronautique navale, après j'ai basculé plus que dans l'étude des systèmes d'armes. Tout ce qui était guerre électronique, analyse des systèmes solaires, des missiles, etc. J'ai quitté l'armée pour après, j'ai fait un peu de contre-espionnage industriel et j'ai travaillé dans tout ce qui était lutte anti-drone pendant 4 ans. Très bien. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai rejoint le milieu de la défense il y a 5 ans, où je travaille auprès de petites entreprises, TPE, PME, dans l'industrie de défense. Et il y a 3 ans, donc, j'ai rejoint Cerber, qui fabrique des systèmes de lutte anti-drone basés sur l'analyse du spectre radiofréquence. Et à côté de ça, j'ai également une activité de réserviste opérationnel au sein de la section technique de l'armée de terre en tant que réserviste. Très bien. Alors, ma première question, elle est toute simple. Quand j'ai eu votre livre, j'ai vu que vous avez une préface qui a été écrite par le général Bruno Baratz, qui est commandant aujourd'hui du combat futur. C'est quelqu'un qui a eu une grande partie de sa carrière au premier RPIMA, qui a été à la pointe, on va dire, de l'évolution de l'armée. Maintenant, j'ai une question très précise vis-à-vis des drones.
Est-ce que l'armée française, aujourd'hui, a vraiment pris conscience de l'importance des drones? Et sommes-nous toujours en retard? Parce que je me souviens que quand je couvrais Barkhane, on avait des drones à Niamey, qui étaient des Reapers que nous avions achetés aux Américains, qui n'étaient pas armés au début, qui ont fini par l'être. Et on en avait 3 ou 4. Aujourd'hui, il y a eu 4 millions de drones qui ont été produits en Ukraine ou utilisés en Ukraine l'année dernière. Est-ce que l'armée française est à la page? Alors, à la page, il faut différencier le raisonnement et le matériel qui peut être livré. Donc au niveau raisonnement, au niveau des états-majors et tout ça, oui, il y a un gros travail qui est fait et la guerre en Ukraine est évidemment énormément suivie. Maintenant, on ne va pas se mentir qu'au niveau des livraisons ou au niveau de l'appropriation matérielle, là, il y a encore du retard pour des raisons budgétaires, mais aussi pour une raison assez simple qui fait que la guerre en Ukraine montre une grande évolution des drones à un rythme très extrêmement rapide. Donc est-ce qu'il est pertinent de s'équiper d'un seul coup de 100 000 drones, d'un seul coup qui risquent d'être périmés dans quelques mois? En fait, c'est une réflexion aussi de fond. Par contre, il faut se doter d'outils qui nous permettent, le jour venu, d'être capable de produire et d'avoir en quantité les drones dont on a besoin. Si la France, comme c'est souvent suggéré, participe d'une force d'interposition pacifique, enfin en cas de processus, dans le cadre du processus de paix, les soldats français aujourd'hui ont-ils un entraînement suffisant pour faire face justement à cette menace des drones qui est devenue l'obsession principale des soldats, que ce soit russes ou ukrainiens, sur le front en Ukraine? Alors, suffisant, peut-être pas. En revanche, l'armée se met en ordre de marche pour former les régiments. Nous, au sein de Cerbère, on travaille avec beaucoup de régiments qui commencent à intégrer les drones dans les centres d'entraînement pour différentes missions. Donc, ça commence à arriver. Maintenant, c'est pas pour tous les régiments. Aujourd'hui, il y a également l'école des drones qui s'est créée récemment au sein des armées, donc pour former les futurs pilotes de drones, pour les aider à appréhender mieux ces outils et en même temps les contre-mesures pour lutter contre. Parce qu'il y a toujours ce ratio à avoir entre les deux. Donc voilà, aujourd'hui, ils se mettent en ordre de marche pour intégrer ça dans les unités, mais les unités ne sont pas suffisamment entraînées. On n'est pas encore tout à fait au point. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui en France, il y a des unités de dronistes ou est-ce que c'est des éléments qui reçoivent une formation au sein d'une unité? On n'est pas encore arrivé à la forme ukrainienne qui est peut-être la plus parachevée. Alors en fait, ça va dépendre des régiments. Pour l'instant, il y a des régiments qui essaient d'appréhender les drones à leur manière. Donc on va créer une petite cellule et tout ça. Il n'y a pas encore... du regard extérieur que je peux avoir, je ne vois pas encore de quelque chose d'uniformisé, une organisation uniformisée. Quelque part, ils se cherchent encore, ce qui est un peu logique aussi, parce qu'après tout, il faut expérimenter, il faut essayer, savoir si c'est mieux d'avoir des unités spécialisées, est-ce que c'est se répartir dans toutes les unités, est-ce que tout le monde doit être un peu formé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail d'essai-erreur encore à faire pour appréhender au mieux cet outil. Oui. Juste pour compléter, au-delà de ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que oui, il y a les unités spécialisées qui ont pris en compte la lutte anti-drone parce qu'elles avaient déjà l'expertise sur tout ce qui était système de guerre électronique. Maintenant, ce qu'on remarque aussi, c'est que la lutte anti-drone, aujourd'hui, la protection devient distribuée à travers toutes les forces. Et en fait, c'est plus l'apanage des unités spécialisées. Aujourd'hui, on a besoin de protection de masse et donc que toutes les unités, entre guillemets, soient formées au drone ou en tout cas à la connaissance du drone pour derrière, en fonction des missions, toujours appréhender cette menace-là ou la déployer. Aujourd'hui, c'est plus uniquement l'artillerie, par exemple, qui avait les défenses solaires. OK, ils vont intégrer la lutte anti-drone, mais la lutte anti-drone, ça ne sera pas uniquement pour l'artillerie. Les fantassins qui sont sur le terrain, qui seront embarqués dans des véhicules, leurs véhicules aussi auront des systèmes de lutte anti-drone pour tout ce qui est survivabilité des équipes, survivabilité du matériel. Donc en fait, aujourd'hui, c'est très distribué. Est-ce qu'on peut dire que l'armée française aussi, de façon très concrète, est-ce que chaque soldat, par exemple, dispose d'un beeper qui détecte le drone, comme les soldats russes ou les soldats ukrainiens, par exemple, à l'heure actuelle? Si une unité de l'armée française est déployée dans une zone de guerre, est-ce qu'ils ont ça avec eux? Est-ce qu'ils ont maîtrise d'usage, par exemple?
Alors aujourd'hui, non, c'est pas le cas. En revanche, c'est leurs besoins. Aujourd'hui, les Unity nous demandent beaucoup de petits systèmes, une miniaturisation des systèmes pour justement avoir ce côté masse et équiper un maximum d'unités. Après, il faut voir en fonction de quel est le réel besoin. Est-ce que c'est protéger une personne ou est-ce que c'est protéger un convoi, par exemple? Ça ne sera pas forcément Bien sûr. les mêmes systèmes. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément de système unitaire, comme on peut le voir dans le conflit russo-ukrainien. En revanche, c'est recherché. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est bien d'avoir des petits systèmes embarqués sur chaque personne, mais techniquement, il y a des contraintes qui arrivent derrière. C'est qu'en termes de fréquence, plus le système est petit, moins on aura de bandes de fréquences couvertes. Ça va être des problématiques de cet ordre-là. Donc après, ce qu'il faut bien évaluer, c'est le rapport efficacité-coût, mais aussi risque en face, parce que aller au front avec de petits systèmes, oui, mais il faut bien connaître la menace pour être sûr que ce petit système et la technologie qu'il y a dedans va vraiment s'adapter par rapport à la menace qu'il y a en face. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution du conflit, elle va très vite. Donc ça peut être bien de s'équiper des petits systèmes comme ça qui ne vont pas coûter pas cher. Mais ça va être considéré comme du consommable parce qu'il va falloir les faire évoluer très vite. Il va y avoir des rétrofits à faire côté industriel parce que quand on voit aujourd'hui le conflit ukrainien, les drones changent très rapidement de fréquence. Il y a des sauts de fréquence, de nouvelles bandes qui s'ouvrent et tout ça. Et un système qui est formaté sur deux ou trois bandes de fréquence, aujourd'hui, devient obsolète trop rapidement. Alors, je voudrais votre avis sur le rapport du drone et de l'arme blindée. Est-ce que la France, aujourd'hui, avec ses véhicules, adopte déjà alors, bon, évidemment, des systèmes de brouillage, etc. On imagine que tout ça, c'est à l'étude. Mais on a vu les Russes, tout récemment, là, revenir avec des actions mécanisées, mais avec de l'infanterie en arrière. C'est-à-dire que ils ont eu beaucoup de pertes de blindés, notamment à Zaporozhye, je crois, hier ou avant-hier. Mais l'assaut s'est poursuivi avec de l'infanterie, parce que les blindés ont été neutralisés assez rapidement. Est-ce qu'en France, on a intégré cette donne que l'arme blindée n'était plus, je mets l'artillerie à part, n'était plus le souverain du champ de bataille, que le char, forcément, en Ukraine, est utilisé comme de l'artillerie, et qu'il y a toute une redistribution, voire une obsolescence de certains véhicules dans ce type de conflit? Alors c'est difficile à dire parce qu'au niveau des militaires, je pense qu'ils en prennent conscience. Maintenant, il y a on appelle le délai industriel. C'est-à-dire qu'on est sur des grands programmes qui prennent des années à être mis en place, sur des commandes qui sont étalées sur des fois des décennies. Et on ne fait pas évoluer un véhicule comme ça. Et donc là, aujourd'hui, il y a vraiment un retard de ce côté-là, dans le sens où les véhicules qu'on reçoit aujourd'hui n'ont pas été conçus pour ce type de guerre. Et donc n'intègrent pas cette menace. Donc en fait, il y a des programmes, il y a des réflexions pour les adapter, pour apporter ça, mais c'est pas encore effectif. Donc effectivement, aujourd'hui, nos véhicules seraient, s'ils étaient engagés du jour au lendemain, comme ça, sur ce type de terrain, et forcément, ils subiraient des pertes importantes. Mais ils ne seraient pas engagés comme ça de toute façon. Dans ce cas-là, on apporterait sans doute quelques couches de protection supplémentaires. Mais c'est vrai qu'au départ, tous les véhicules qu'on a aujourd'hui dans l'armée française, aucun n'était pensé dans le cadre d'une guerre ou avec des drones. Oui. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, sur le conflit actuellement en Ukraine, l'Ukraine a eu le lead sur la question des drones pendant très longtemps, notamment en position de défense. Est-ce que finalement, ça a aidé l'Ukraine à combler, selon vous, son déficit de soldats et son manque de réserve? Est-ce que l'intervention des drones a été décisive pour maintenir le front en Ukraine, selon vous? Alors oui, incontestablement. Déjà, il faut se rendre compte que quand c'est une armée qui est en défense et qui subit une attaque, donc qui est potentiellement moins forte, c'est elle qui est amenée à évoluer le plus vite. Parce que forcément, c'est une question de survie. Celui qui est en position de force, lui, il ne cherche pas à évoluer, puisqu'il est déjà en position de force, il cherche juste à maintenir sa position. Donc c'est forcément le défenseur et celui qui subit le plus qui cherche à évoluer. Et dans les drones, et à travers les drones, ils ont trouvé un moyen tout à fait efficace de contrer la force blindée russe. Et ça, c'était une vraie surprise pour les Russes. Néanmoins, les Russes ont appris, ils se sont appropriés la technologie et ils se sont appropriés aussi les techniques. Et après, eux-mêmes ont évolué. Et aujourd'hui, il y a une forme d'équilibre qui s'établit parce que
les drones, comme ce sont des technologies qui permettent d'évoluer très rapidement, eh ben on a du mal à garder une supériorité dans le domaine. Parce que vous faites quelque chose qui fonctionne, et ben l'adversaire, On va le 2-3 copier. semaines après, va le copier très rapidement. Mm. Donc vous ne gardez pas une supériorité dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ou indiquer à nos auditeurs quel a été l'apport des drones filaires, notamment sur le conflit, puisque la dernière fois qu'on est allé faire un documentaire à Koursk, il n'avait pas encore été introduit. Est-ce que c'est ça a été un vrai plus pour les Russes, notamment, parce que c'est eux qui les ont utilisés beaucoup. Voilà. Alors, la technologie des drones filaires, ça a énormément apporté en termes d'élongation. Parce que forcément, quand on a un drone qui bénéficie d'une connectivité en continu, on peut avoir des distances beaucoup plus importantes. Maintenant, ça a aussi apporté des contraintes parce que le drone filaire ne peut pas être mis en œuvre dans n'importe quel environnement. Aujourd'hui, il y a le drone. Il faut savoir piloter un drone qui est équipé d'une charge filaire. Parce que déjà, il faut que le drone ait les dimensions pour emporter cette charge supplémentaire. Il y a aussi le côté manœuvrabilité du drone, puisque il faut prendre en compte le fil qui va se dérouler et qui potentiellement va se coincer dans des arbres ou des choses comme ça. En fonction du pilotage qu'on va avoir, il ne faut pas que le fil vienne à se faire couper par une des hélices du drone. Et voilà, donc en fait, c'est toujours le ratio, savoir dans quel environnement on va mettre un drone filaire, pour quel type de mission. Aujourd'hui, on ne pourrait pas remplacer tous les drones par des drones filaires sous prétexte qu'on va avoir une élongation beaucoup plus importante. Ça va marcher dans des zones très dégagées. Maintenant, dans des zones beaucoup plus avec beaucoup d'éléments de terrain, ça risque d'être plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, je voulais vous également sur la fabrication, notamment côté russe, des drones, puisqu'il y a on va dire une production industrielle. On a rencontré, lors d'un de nos reportages, un technicien droniste chinois, de Chine, pas quelqu'un de... Est-ce que vous estimez, moi j'ai lu quelques articles, notamment sur la capacité de donner ces câbles qui font les drones filaires, est-ce que la Chine a joué un rôle considérable d'aide à la Russie? On dit souvent qu'elle n'aide pas directement au conflit, mais là, indirectement, il semble que son apport a été assez considérable, non? Je dirais qu'elle a aidé considérablement la Russie, mais pas que la Russie, l'Ukraine aussi. Oui. Parce que l'essentiel des moteurs et des batteries qui sont fabriqués pour les drones viennent de Chine. Même les sous-éléments, même si on commence à construire des batteries, en fait, les éléments internes des batteries, eux-mêmes viennent de Chine. Et sur la production de moteurs les contrôleurs de vol, 80% de la production mondiale quasiment vient de Chine. Ok. Et les deux adversaires, et nous-mêmes, au final, nous sommes directement ou indirectement par des sous-éléments dépendants des Chinois. Mais là, c'est les Ukrainiens qui s'en plaignent, Volodymyr Zelensky en particulier, que certains éléments des drones russes sont des productions occidentales. Oui, bien sûr, mais là, il faut réussir à séparer les choses. C'est-à-dire qu'il y a un embargo qui a été fait sur de l'électronique de pointe, mais il y a tout un tas d'électronique qui est, on va dire, grand public, qu'on va retrouver dans des caméscopes, dans des composants, on va dire, similaires, dans plein d'éléments, dans les voitures et autres, qui, eux, ne peuvent pas être tracés. Donc, en fait, finalement, les Russes peuvent les acheter via un intermédiaire, via un autre pays, et les revendre, et les racheter sur un pays qui les revend. Ce n'est pas vraiment un problème, et ça ne peut pas vraiment être empêché. Ou alors, il va falloir tout tracer, et c'est-à-dire que votre téléphone portable va devenir matériel usage dual, et de là, va falloir faire une traçabilité sur des milliards d'équipements. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il est évident qu'il y a une part de composants qui ont un usage... plus ou moins standard sur des tas de fonctions qui, eux, vont continuer à circuler. Et en fait, on ne peut pas l'empêcher. Alors, pendant cette guerre en Ukraine, un peu avant, je vais revenir à l'époque de la guerre des 40 jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui avait mis en lumière l'excellence des Bayraktar turcs, qui eux-mêmes ont été utilisés au début, côté ukrainien. Ensuite, il y a eu l'introduction des Shahed iraniens, reformatés par les Russes en Geran 2. Ça vous a surpris, vous, qui êtes expert, de voir que des pays, on va dire,
qu'on n'attend pas nécessairement, arrivent à produire des drones bon marché et qui, utilisés en essaim sur des sites notamment électriques ou sur le réseau électrique ukrainien, arrivent à véritablement causer des dégâts considérables. J'aurais Non, du mais mal bien à me sûr. positionner. Mais que ça vienne de l'Iran, que tout à coup, alors on sait que l'Iran maîtrise des technologies, mais c'est quand même ça a été quand même un game changer qu'on n'attendait pas. Enfin, bien Alors, qu'on ait trouvé la parade, mais très il faut voir que tardivement le quand même. drone est une sorte de porte d'entrée, on va dire, pas chère dans le monde de l'aéronautique. Hmm. Donc pour des pays Pour qui vous, c'est n'avaient... la nouvelle aviation? c'est pas la nouvelle aviation, c'est quelque chose qui se rajoute dans l'ensemble de Oui, l'aviation. Ça ne bien fera sûr. pas disparaître le reste. Les armes sont souvent des systèmes en plus et qui Oui. remplacent rarement. Hmm. En fait, c'était une manière pour des pays qui n'avaient pas de structure, comment dire, de capacité industrielle pour produire de l'aéronautique standard. Et ben, c'est une manière de se doter de capacités aériennes à moindre coût. Donc en fait, c'était une manière de faire un pas de côté. Les Turcs ont utilisé les compétences acquises pour construire des drones pour maintenant fabriquer des avions de combat. C'était leur porte d'entrée. Pour les Iraniens, c'est un peu la même chose. Et il se trouve que ces systèmes, finalement, ont un rapport coût-efficacité qui est extrêmement intéressant. Et donc, ils trouvent leur place dans l'arsenal militaire. Donc, est-ce que c'était surprenant? Finalement, avec le recul, non. C'est même assez logique. Maintenant, est-ce qu'on l'avait vu venir? Pas forcément. Trop habitué à voir un peu les arsenaux habituels tels qu'on les imagine. Et ce nouveau venu, finalement, un peu surpris par l'ampleur qu'il a pris en si peu de temps. Et on attendait effectivement une forme de robotisation du champ de bataille à tous les niveaux, dans tous les milieux. De là à dire est-ce que ça s'impose si rapidement sur le champ de bataille, ça a surpris, oui. Alors maintenant, je voudrais évoquer la défense de l'Europe, puisque on a entendu beaucoup parler de drones récemment, y compris avec un pétrolier qui, soi-disant, les transportait, mais qui en fait ne les transportait pas. Bref, il y a eu beaucoup d'agitation autour des drones. Mais je voudrais vous faire réagir sur ces drones russes qui arrivent en Pologne. Immédiatement, la chasse, un des pays européens qui, en l'occurrence à ce moment-là, les Pays-Bas, envoie leur F-35 qui abattent un ou deux drones. D'ailleurs, je crois qu'il y a maintenant un macaron sur les avions à côté du cockpit avec la forme du drone. Sauf que le missile utilisé pour l'abattre coûte $500 000 et que le drone coûte $20 000. Comment on résout ce problème? Déjà, le drone, je pense qu'il coûtait moins cher que $20 000. Encore Donc, moins cher, ouais, je peut-être. pense qu'on est plutôt, estimation des prix, plutôt autour de 2000 en Ouais, réalité, ouais. puisque c'est une version de base sans rien à Oui, il n'y a l'intérieur. même Donc, pas de charge. il n'y a en aucune plus. charge, ni électronique, ni moyen de Ouais. transmission. Donc là, on est vraiment, c'est Ouais. une coque en mousse, du polystyrène, un moteur, de l'essence. Bon, voilà, c'est extrêmement basique. Donc effectivement, là, on a un vrai problème. On a un vrai problème de dissymétrie. Donc ça, il va falloir trouver la parade. Elle n'est pas évidente. Parce que se pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait face à des drones qui ne représentent pas une menace évidente? Est-ce que ça vaut le coup de les abattre ou pas? Parce que finalement, ce qu'on a vu, c'est que le seul dégât qui a été provoqué, c'est finalement par un missile antiaérien qui a loupé sa cible et qui a atterri sur une maison. Oui. Et c'est le côté paradoxal. Pour autant, est-ce qu'on doit laisser des drones comme ça, non identifiés, passer sans réagir? Donc là, c'est pas évident parce qu'il y a le côté est-ce que la réponse est crédible par rapport à la menace ou est-ce qu'elle paraît disproportionnée par rapport à la menace et dans ces cas-là, finalement, c'est le défenseur qui est perdant puisqu'on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour quelque chose qui coûte quasiment rien. Laisser faire, c'est aussi une marque de faiblesse. Donc en fait, la réponse, elle est loin d'être évidente. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Parce qu'il y a aussi l'autre élément, comment on sait si le drone il est armé ou pas? Oui. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'il faut penser plutôt une défense, de dire, voilà, ils vont plutôt attaquer des zones, des points sensibles? Le mur anti-drone d'Ursula von der Leyen, vous y croyez à l'efficacité des capteurs qui seraient le long de la frontière orientale de l'OTAN? Alors, il y a plusieurs sujets à prendre en compte. La faisabilité, elle reste à démontrer, mais sur plein de sujets, que ce soit les aspects techniques, opérationnels, économiques. Aujourd'hui, quand on parle de mur anti-drone, ça signifie avoir une couverture
en continu sur l'intégralité de la frontière à l'est de l'Europe. Déjà, par rapport à ça, on peut parler de l'échelle et le ramener à l'échelle ukrainienne. Aujourd'hui, on le voit dans le conflit russo-ukrainien. L'Ukraine, qui est quand même un laboratoire d'expérimentation où on voit que la défense, dans tout ce qui est défense aérienne, a du mal à verrouiller et à garder un ciel étanche. Oui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est l'étendre sur une frontière qui est beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, si un dirigeant n'arrive pas à verrouiller son espace aérien en temps de guerre, comment nous, on va arriver à le faire en temps de paix avec toute la bureaucratie qu'on va avoir, parce que là, on va parler d'interopérabilité entre les systèmes, on va parler de différents pays qui vont s'impliquer, donc ça va être des enjeux complètement différents. Systèmes qui coûtent, on le rappelle, très cher et qui sont peu nombreux. Alors, les patriotes ou les TAD, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, il y a l'aspect protection continue. Ouais. Mais effectivement, cette continuité implique de la densité. Ça veut dire la densité de systèmes qu'on va retrouver tout au long de la frontière. Et pour lutter contre quel type de drone ? Parce que le spectre de la menace drone, il est immense. On peut avoir des petits drones issus du commerce qui vont être modifiés jusqu'à les systèmes d'armes militaires qui sont utilisés dans les conflits modernes. Donc voilà, une densité de matériel, mais pour lutter contre quel type de drone ? Parce que déjà, en termes de densité de matériel, ça ne va pas être les mêmes réponses. Donc ça veut dire peut-être qu'on va avoir différentes couches de matériel, donc un coût supplémentaire, parce que cette densité va impliquer des ressources financières, mais aussi des ressources humaines, parce que derrière, il faudra bien avoir des opérateurs qui vont mettre ces systèmes, ou en tout cas, même si c'est des systèmes autonomes, qui vont décider de choisir d'employer tel ou tel moyen. Tout à l'heure, on parlait de la question des coûts. Peut-être qu'on n'enverra pas un missile, mais qu'on mettra plutôt de la radiofréquence, du brouillage électromagnétique ou des choses comme ça. Donc, ça va être d'avoir des réponses proportionnées. Et au-delà de ça... Mais ça veut dire qu'en termes de la chaîne de commandement, tout va changer, en fait. Parce que par rapport à la vieille armée, en fait, c'est quand même, en l'espace de 3 ans de guerre en Ukraine, on a compris que ça serait plus jamais... Il y a des scènes, des choses que nous-mêmes, journalistes, avons pu filmer qui n'existent plus. Notamment le regroupement de fantassins à plus de 10 individus, quoi. Aujourd'hui, c'est 6-7 personnes ensemble, et encore. Donc tout ça il va falloir tout changer, en fait, non ? Alors, c'est pas tout changer, mais c'est plutôt évoluer. Déjà, sur la chaîne de commandement, aujourd'hui, dans les armées, on parle beaucoup de laisser... j'ai plus le terme... L'initiative Voilà, de laisser une initiative... Une décentralisation du commandement. Ouais. Voilà, alors, pas forcément du commandement de manière générale, mais de laisser l'initiative aux personnes sur le terrain qui sont, eux, face à la menace et qui sont capables, ils ont l'orientation, la grande direction, mais derrière, c'est à leur initiative de pouvoir répondre et de lutter contre cette menace-là.